Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous allons aborder la procrastination sous l'angle des neurosciences et en vous donnant des astuces et des stratégies à adopter pour éviter les écueils. Qui ne s'est pas déjà dit ou a entendu dans la bouche de son entourage ou de son ado « J'ai pas le temps, je sais pas le faire, j'ai peur de pas bien le faire, j'ai oublié, je ne sais pas où commencer, je travaille mieux sous pression ». Toutes ces expressions relèvent d'un sujet bien souvent discuté et débattu dans les familles. Il s'agit de la procrastination. Commençons déjà par un petit rappel de ce que c'est la procrastination. Selon la définition donnée par les dictionnaires, il s'agit de remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. La procrastination concerne tout le monde à des degrés très divers et est plus ou moins gênante dans sa vie quotidienne. Fréquemment, on cherche à remplacer une activité par une autre beaucoup plus agréable, mais généralement moins pertinente. Pourquoi procrastine-t-on ? Les neurosciences apportent des réponses sur ce comportement d'évitement. En réalité, elles nous montrent que la procrastination ne vient pas de la mauvaise gestion du temps, mais plutôt de la mauvaise gestion des émotions. Car lorsque l'on remet à plus tard des actions, cela procure, voire induit, des émotions négatives telles que l'anxiété, la peur de l'échec, de l'erreur, de réussir, la frustration ou l'ennui. À ce moment-là, c'est l'amygdale, la région cérébrale impliquée dans la détection des menaces, la gestion des émotions et le stress, qui va s'activer. On passe alors dans un mode archaïque, et c'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus. On s'enfuit, on s'échappe, on ne passe pas à l'action, car c'est dangereux. Ici se joue le stress d'inhibition. En d'autres termes, je ne fais pas ça, car il y aura bien quelqu'un qui s'en chargera. Au lieu du cortex préfrontal, siège de la rationalisation, du contrôle des pulsions et de la planification, qui nous aurait fait agir autrement. Selon Tony Robbins, tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons soit pour gagner plus de plaisir, soit pour éviter la souffrance. Pour lui, la procrastination est donc un silent killer, c'est-à-dire un tueur silencieux qui nous conduit à l'immobilisme. On préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque de souffrir. Là, on parle de la peur, du regard des autres, de l'échec, etc. Notre cerveau est donc sans cesse en train d'évaluer notre niveau de plaisir versus notre niveau de souffrance. Alors, comment aider votre ado à augmenter son niveau de plaisir et donc cesser de procrastiner ? Ici, il est intéressant de s'interroger pourquoi votre enfant ne passe pas à l'action et sur les conséquences qui s'en suivent. Voici quelques questions à lui poser pour l'aider à passer à l'action, comme par exemple préparer ses examens ou s'inscrire dans des établissements d'études supérieures, par exemple. En quoi ne pas changer de comportement va lui apporter plus de souffrance, et plus de souffrance que de changer de comportement? En quoi changer de comportement va lui apporter du plaisir? En pensant à cette action, qu'est-ce que ça va lui coûter s'il ne la fait pas? Quels vont être les bénéfices quand il va passer à l'action? Quelle action devrait-il faire? Quelle est la souffrance liée à cette action qui l'a fait procrastiner? Par exemple, face à un sentiment de peur, il peut être agité, anxieux, désorienté, confus, dispersé. Alors que s'il éprouve de la joie, il sera passionné, enthousiaste, léger, voire détendu. Ok, vous allez me dire, une fois que votre ado a clarifié les raisons qu'il pousse à remettre tout au lendemain, comment l'aider à mieux gérer son temps? Alors, comment l'aider à passer à l'action? Plusieurs propositions. Peut-être commencer par identifier ses priorités. Tout d'abord,
il faut qu'il sache les identifier, ses priorités. C'est-à-dire rechercher un résultat maximum en un minimum de temps et ainsi être efficace et efficient. Pour cela, il peut utiliser la matrice d'Eisenhower, qui a pour but de prioriser aisément en fonction de 2 axes, l'importance et l'urgence. C'est ce qui permet de dessiner 4 cadrans distincts. Le cadran 1, les tâches importantes et urgentes. Le cadran 2, les tâches importantes mais non urgentes. Cadran 3, les tâches non importantes mais urgentes. Cadran 4, les tâches non importantes et non urgentes. Alors, le cadran 1, urgent et important, est bien sûr la priorité absolue en termes de traitement des tâches. Cet outil est applicable dans bien des domaines et à tous les âges. Vous aussi, les parents, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Que ce soit dans la gestion de son temps, l'organisation de son travail, dans la priorisation ou la prise de décision, par exemple. Et puis, il y a le questionnement, comme on l'a vu précédemment, qui va permettre à votre jeune de prendre conscience dans un premier temps des avantages qu'il a à repousser certaines tâches. Puis, quel est le prix à payer? Qu'est-ce qu'il y perd en ne changeant pas ses habitudes? Ainsi, il pourra choisir les nouvelles habitudes qu'il décide d'adopter et les habitudes qu'il préfère supprimer. Ensuite, parlons de la méthode des petits pas. C'est une autre stratégie pour éviter, voire supprimer la procrastination. Cette méthode des petits pas est très efficace. Il s'agit de découper une matière en petites tâches en identifiant les ressources disponibles, matériel, temps, connaissances, personnes, et les compétences à développer. On saucissonne. Et pour cela, votre jeune peut s'appuyer sur le mind mapping, les cartes mentales, les plannings sur plusieurs semaines et les listes journalières. De cette manière, il découpe son objectif en plusieurs petits objectifs. Si l'on prend un planning d'études tout au long de l'année, cela peut donner ceci. Faire un planning sur 2 semaines, noter les activités extrascolaires d'une couleur en prenant en compte les trajets et les rendez-vous ou les sorties exceptionnelles. Chaque soir, regarder sur son agenda pour relever tout ce qu'il a à faire pour le lendemain et les jours suivants et ainsi compléter le planning en répartissant le travail à J-3 au minimum. Il est à noter qu'il est préférable de commencer par la théorie, les leçons avant les devoirs. Ensuite, il s'agit d'estimer un temps pour chaque tâche. Il faut savoir qu'après 50 minutes de travail, il est bon de prévoir 10 minutes de pause et nous vous conseillons que votre ado les indique sur son planning avec une couleur, par exemple. Et pour respecter ce temps de travail et ce temps de pause, nous lui conseillons ici de mettre un timer lors de sa pause, car s'il fait une pause trop longue, il perd en efficacité. Quand une tâche est terminée, la barrer, ça c'est encourageant et on se voit progresser. Et ne pas hésiter à remettre ce planning dans son agenda. Voilà pour la méthode des petits pas. Enfin, il est primordial de changer d'état d'esprit. Car même si on vient de vous donner quelques astuces pour limiter la procrastination, il ne suffit pas de les mettre en pratique bêtement. Pour avoir un réel impact et être efficace, votre ado ou vous-même, vous devez changer de paradigme en abordant un nouvel état d'esprit sur les urgences et sur votre efficacité personnelle. Ainsi, vous pourrez changer vos habitudes sur le long terme. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés pour que les discussions autour de la gestion du temps de votre ado ne figurent plus au menu de vos repas familiaux. À bientôt. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant,
Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.